je pense que les civilisations antidiluviennes nous ont positionnés à des endroits telluriques euh, précis, comme on a pu voir avec l'icosaèdre sur la planète ou des solides de Platon, des solides, enfin des structures mégalithiques qui ont un effet de grille énergétique pour pouvoir corriger, Stabiliser, stabiliser. stabiliser ce dérèglement. Et donc, D'accord. c'est pour ça qu'on a tout ce dérèglement, enfin, que tous les sites ne sont pas sur la cordillère des Andes, parce qu'il y a ce dérèglement-là. Et donc, on a vraiment joué sur les sommets des montagnes, parce que très souvent, les sites mégalithiques sont en sommet de montagnes, mais sont surtout à l'aplomb de réseaux d'eau, ça on va le voir après. Mais en tout cas, en hauteur, et ils ont des formes, des masses, vraiment des masses, hein, donc c'est vraiment du poids sur des lignes sismiques, donc ils vibrent pour pouvoir mettre en place de la forme, de cette forme-là, engendrer une information. Et donc Alors, là, l'information. ouais, Ouais. excuse-moi, je te coupe. Alors, selon toi, en fait, ça serait pour stabiliser ce réseau Oui, ou ça serait pour. Enfin, moi, je suis plus sur le fait que ça serait pour profiter de ce réseau. mais les deux Les deux, d'accord. les deux, parce que c'est l'onde qui crée la forme et la forme qui crée et la forme qui crée l'onde. Mais je pense qu'à vraiment, à la base, c'est pour corriger le réseau de manière à vraiment créer une grille. Et puis par la suite, on va pouvoir en retirer l'énergie. Mais je Mhm. pense que au début, En fait, c'est c'est pour vraiment stabiliser stabiliser. et ancrer ce réseau, en fait, pour pas qu'il bouge, Voilà, quoi. ancrer. Hmm. Parce que donc voilà, donc on va l'ancrer par des formes, des grosses masses de ce type-là, hein, et toutes les autres constructions qu'on peut avoir dans des sites. Donc ça, c'est Ollantaytambo, euh, Au proche Pérou. du lac Titicaca. Mhm. Mais donc là, c'est le Sacsayhuaman, donc avec sa forteresse. Et donc ici, sur le côté, on voit bien les trois murs d'enceinte. Alors ces trois murs d'enceinte, pour moi, ne sont pas du tout des murs d'enceinte De protection. défensifs. De Ce sont protection. ce sont des murs qui sont sur l'aplomb de l'eau. Alors je vais m'expliquer avec cette diapo-là. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'au Pérou, tout ce qui est source sacrée, finalement, a une structure un peu fréquentielle. Enfin, on a une forme de zigzag. Et ça, on le retrouve justement avec la cinématique, parce que quand on fait couler de l'eau à 24 Hertz, eh bien, l'eau ne coule pas droite, elle coule justement En en zigzag. zigzag. Et Mhm. donc, je pense que la fréquence vibratoire du Pérou, toute cette partie-là, qui est déréglée magnétiquement parlant, a une fréquence tellement spéciale que, que les anciens ont justement amplifié par la masse cette fréquence-là. Hmm. Et d'ailleurs, on voit très nettement aussi le fameux temple de Muyamarca, qui est juste au-dessus, là, le cercle, l'immense cercle. Ouais, Et j'avais fait une émission dessus avec Hervé sur Monde Mystérieux où j'expliquais, je faisais voir des photos de ce site. Et on voit très nettement qu'il y a de chaque côté là des rigoles, vous voyez tous les rayons qui partent autour de ce cercle. En fait, ce sont des petits canaux, c'est ça. des petits C'est canaux pour. vraiment, C'était vraiment fait pour l'eau et pour voilà. récolter l'eau. Et il y avait tout un système hydraulique au niveau de ce temple. C'était assez parlant par rapport aux photos que j'avais partagées, quoi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le biais des métaconstructions, c'est vraiment le culte de l'eau De l'eau. par rapport à la fréquence et à la forme. Donc, on va essayer d'avancer sur le reste. Donc là, on a donc là-bas encore tout ça, c'est pour monter les trois types d'enceintes parce qu'on a toujours trois niveaux de conscience pour arriver à une structure équilibrée. Donc la fréquence de l'eau. Là, c'est en Inde, on voit bien que ça, c'est un ancien cours d'eau qui aujourd'hui est à sec, mais à l'époque, on voyait bien que l'eau devait traverser ces formes-là pour pouvoir être chargée d'une information. Donc le lingam qui est une forme propre à l'Inde, parce qu'on est encore une fois là, on est dans une autre fréquence vibratoire, donc on n'a pas besoin des mêmes formes. Là, on va être plus carré et rond. Nous, en France, on est plus sur des formes euh, type acupuncture comme un menhir ou un dolmen, qui sont des formes rayonnantes. Donc parce qu'on ne vient pas expérimenter la même chose, comme je vous disais. Donc le peuple de l'air, eux, ils sont plus sur les formes
Aérienne, on va dire. aérienne, voilà. Et nous, on vient expérimenter le feu, donc plus voilà. Et donc, on en arrive à ces structures mégalithiques, on va dire primaires, quoi, où vraiment les anciens, pour moi, ont sculpté cette forme-là pour créer une piscine où on peut vraiment se baigner dedans comme elle est positionnée à un endroit où la fréquence est telle et vibratoirement, donc on reçoit un message. Donc là, on voit bien, là c'est au Portugal, donc on voit bien que l'eau, en fait, il y a un trop-plein. On voit bien que, et toutes ces. Alors là, il y en a certains qui appellent ça des baptistériums. Moi, j'appelle ça des piscines initiatiques. Hein. Donc, c'est des endroits où on peut s'immerger pour pouvoir être en connexion avec les énergies. Donc là, il y en a des simples. Là, sur cette photo-là, on peut en voir des doubles. Ouais. Peut-être à des moments de l'année bien précis aussi. Voilà, je vais y arriver. Tout à fait. Donc là, les dolmens, donc ce sont des formes pour pouvoir rayonner l'information. Donc là, je vous ai mis la croix de Ankh. Finalement, la croix de Ankh, on peut en dire tout plein de choses, hein, donc l'arbre de vie, etc. Mais pour moi, c'est une information qui rencontre une autre information et qui crée une boucle d'énergie. Donc finalement, c'est 1 plus 1 est égal à 3. Un niveau de conscience qui rencontre un autre niveau. Tu vas faire rager des matheux, là. Ouais, j'adore. Mais oui, parce que justement, aujourd'hui, il faut sortir du cadre. Il faut vraiment aller de la 2D vers la 3D. Donc, nos mathématiques, aujourd'hui, là, je vais les faire rager encore plus, mais ils sont périmés. Ils sont vraiment basés sur des calculs et même des hypothèses. Avec tout le respect que je dois pour Einstein, il a quand même sacrément limité la science en disant qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la lumière. Donc, du coup, tout ce qui est voyage spatio-temporel, tout ça, ça a mis des freins. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, mais on peut prendre des chemins de traverse pour aller au-delà et pas aller dans le sens de la lumière. Donc, la science d'aujourd'hui, il faut la réviser, l'adapter à nos connaissances, à justement prendre en compte, comme Nikola Tesla disait, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, bon, bien sûr, il faut réfléchir en termes de 3, 6, 9, mais surtout, il faut comprendre en termes de métaphysique, métapsychisme, prendre tous les spectres, justement, qu'on peut découvrir pour nous aider à comprendre les forces qui nous entourent. Et notamment celui de la conscience. Tout à fait. Donc là, voilà, on arrive sur le plan d'une métaconstruction classique. Donc à gauche, vous avez un dolmen ou une chambre funéraire qu'on appelle aujourd'hui, mais je pense que ça n'a jamais été à l'origine une chambre funéraire. C'est devenu une chambre funéraire parce que justement c'est un lieu de culte et il y a des personnes qui ont voulu être enterrées là. C'est comme si on était un visiteur de l'espace aujourd'hui, qu'on vient visiter la cathédrale Notre-Dame et qu'on se dit, ah ben tiens, à l'intérieur il y a des tombeaux, c'est un cimetière. Alors que pour nous, c'est un lieu de culte à cette époque-là. Donc là, sur le dolmen, on voit bien donc, les croisées d'eau, parce que tous ces sites, donc on en a parlé, l'information, la conscience, c'est lié à l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui, quand il se déplace dans les cavités souterraines, crée de l'électricité piezo, donc de l'information, qui augmente en tout cas, qui augmente une certaine information. Donc, pour qu'il y ait au minimum une métaconstruction, il faut qu'il y ait un croisé d'eau, au minimum. On peut avoir, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, 12 réseaux d'eau sous Saint-Jacques, d'où la coquille Saint-Jacques, parce que les 12 rayons, le pentagramme de la coquille, mais c'est les 12 nervures. Mais Saint-Jacques, c'est 12 réseaux d'eau qui passent sous la cathédrale. C'est pas rien. On a aussi des croisées d'énergie tellurique. Donc ça, bien sûr, il n'y a que les géobiologues ou les personnes qui s'intéressent à ça qui les détectent. Mais aujourd'hui, même... cette fameuse faille... Voilà, et la faille, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que même INRES, aujourd'hui, valide les travaux des géobiologues et qui justifie que pour qu'il y ait une géométrie sacrée, il faut prendre en compte donc les réseaux Hartmann, Perret, toutes ces rémanations d'informations. Alors, pour faire un cours rapide de géobiologie,
Donc, dans la première partie, on a bien vu que la Terre, c'est un métal constitué de plein de métaux, et on est constitué à 80% de nickel. Donc, le nickel, c'est le réseau qu'on va retrouver le plus sur la maille. Donc, c'est un réseau qui est orienté nord-sud, est-ouest, qui a une longueur de 2,50 m sur le nord-sud et est-ouest sur 2 mètres. Et donc, on a des lignes énergétiques qui se baladent et qui créent des croisements telluriques. Et donc, il y a des réseaux plus et des réseaux moins en énergie. Et ce qu'il ne faut pas pour un être humain classique, pour pouvoir vivre correctement, c'est être à la croisée de ces énergies-là. Parce que si, par malheur, en plus de ça, vous avez une faille, mais surtout un réseau d'eau qui va amplifier cette information-là, ben, vous ne pourrez pas vous reposer et de ce fait, ben, vous allez développer des maladies parce que votre corps ne peut pas être au repos. Voilà. Et c'est vrai que j'avais discuté un jour avec l'ancien maire de mon village qui était médecin de campagne, hein, et on avait eu cette discussion ultra intéressante où il m'expliquait qu'il avait lui repéré au bout de tant d'années de pratique en tant que médecin dans le secteur, ce qu'il appelait des maisons à cancer en fait. Tout à fait. Et en fait, voilà, une famille emménagée dans cette maison, 4-5 ans après, un des membres de la famille déclara un cancer, décédé, la maison était revendue, rebelote, une autre famille arrivée, et c'était reparti, 4-5 ans après, cancer. Il appelait ça des maisons à cancer. Et en fait, lui qui était un petit peu versé dans toutes ces choses-là, me disait, oui, elle a été bâtie à un endroit où il fallait pas, quoi. Alors, soit elle a été bâtie à un endroit où il ne fallait pas, enfin, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte, mais effectivement, c'est l'énergie du sol hein, qui remonte. Soit ça peut être aussi parce que la maison elle est sur un rond-point, par exemple, et donc du coup, elle va se récupérer toute l'énergie du rond-point. Ah, oui, donc, alors apparemment, c'était pas des maisons sous des lignes haute tension, à côté de National, etc., etc. C'était vraiment des maisons, on va dire, classiques, isolées. Non, il lui parlait plus du lieu. Voilà, alors après, il y a les énergies par rapport aux failles. Donc, tu parlais tout à l'heure des failles. Donc, c'est le radon aussi qui va faire le frottement du granit, qui va développer une énergie. Donc, cette énergie-là on va la récupérer avec un gaz. Et donc, ce gaz, bon, c'est surtout en Bretagne, mais on peut en avoir aussi en Périgord. Mais enfin, en tout cas, c'est sur toutes les lignes sacrées. Donc, ces lignes-là, sont très souvent des lignes granitiques, qui sont les méridiens finalement de notre planète. Hein. Et donc et là où il y a du granit, il y a de l'eau. Forcément, il y a des veines, et ces veines véhiculent l'information. Donc, quand on a vu tout à l'heure la forme de notre planète qui pourrait être une cristallisation à 5 branches, on pourrait imaginer que ces 5 branches sont les structures importantes de la planète. Mais en général, ces structures sont du granit, ou en tout cas des roches qui permettent de véhiculer de l'information. Donc, sur les failles sèches, effectivement, sur les dolmens, on a toujours la faille qui détermine l'axe de la porte ou de l'allée couverte. C'est au même titre que sur l'église à côté, la faille, ce sera toujours de l'entrée, de l'ouest vers l'est. Ça, c'est une condition sine qua non, la faille, mais elle peut être double aussi. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des édifices avec deux clochers. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est souvent une réponse, en tout cas. Donc des doubles réseaux diamants entrelacés de réseaux de double faille. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des énergies de crypte, donc des énergies féminines et puis une énergie sur le dessus masculine. Mais en tout cas, on se retrouve toujours sur le même schéma. C'est-à-dire qu'une faille souvent est-ouest, très souvent, parce que c'est sur la matrice. Hein, la matrice, elle est, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est mathématique, hein, donc elle est géométrique. Donc elle va épouser les axes nord-est, est-ouest, ou alors à 45 degrés. Parce qu'on a les réseaux, par exemple, les réseaux Curie, qui sont des réseaux à 45 degrés, des réseaux Hartmann. Et on pourrait même dire que Gizeh, qui est le point de référence qui envoie l'énergie de pulsation pour toute cette grille mégalithique, pour toute cette matrice-là, on sait aujourd'hui que Gizeh a 8 faces, et donc forcément, ces 8 faces-là pourraient être pour
montrer justement ces 45 degrés. Mhm. Et on sait aussi que la structure de Gizeh, quand on venait à son sommet, on voit le vortex des pierres de la structure du milieu qui tourne. Ben, ce serait un autre sujet, mais tout ça pour dire que dans ces métaconstructions, au cœur du lieu énergétique, on a un vortex. Mhm. Cheminée Bah, cosmothermique. il y aurait, c'était Jean-Pierre Houdin, hein, qui avait bossé là-dessus et qui avait décelé justement une espèce de rampe en colimaçon Ouais. au niveau de la structure externe de la Grande Pyramide. Et on retrouve cette espèce de vortex, hein, quelque part. Tout à fait, ouais. Donc, encore une fois, c'est l'onde qui crée la forme. Et comme Gizeh, elle est justement positionnée à un endroit bien précis sur le globe, parce que c'est la plus grande ligne terrestre qui croise notre plus grande ligne. Enfin, là, pour ça, Monsieur 137, il est très spécialiste là-dedans et il pourrait aller voir ses vidéos. Donc, il vous explique vraiment. Jérémy, oui. Jérémy, ouais. Donc, mais en tout cas, Gizeh n'est pas là par hasard. Et donc, elle envoie dans le subtil cette information de est, ouest, nord, sud et 45 degrés. Donc, et tous les réseaux se retrouvent principalement là-bas. Et donc, dans un dolmen comme celui-ci, on va dire que l'énergie, elle est conditionnée au centre, mais parfois, on peut avoir d'autres petites pièces qu'on appelle funéraires à côté, mais parce que dans ce lieu-là, il y a deux lieux d'énergie, au même titre qu'on pourrait avoir Chartres avec l'énergie de la croisée du transept et l'énergie de, De la crypte. du labyrinthe. Ou oui, du labyrinthe, oui. Mais Du labyrinthe. en sous-sol, sous Chartres, il y a cette fameuse crypte avec un puits. On sait très bien Voilà, qu'ils à ils moins ont de 33 rebâti. mètres. Voilà, et du coup, c'est moins 33 mètres, c'est en corrélation avec la voûte qui est en 33 mètres de haut. Et donc là, on a un véritable vortex yin-yang, on va dire, hein, d'une énergie qui monte et qui descend, et qui est en phase avec, donc justement, l'architecture du lieu va être en correspondance avec cette caractéristique technique de la vibration de l'eau. Mais il y a deux points d'énergie. Et tout ça pour dire que, par exemple, Gizeh, il y a deux chambres, la chambre de la reine et la chambre du roi, parce qu'il y a deux points d'énergie importants dans cette même masse. Et bon, après, ça fera le sujet de sûrement une autre conférence, mais voilà, on pourrait avoir deux chambres parce qu'on a deux points d'énergie dans cette métaconstruction. À exploiter. À exploiter. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, les dernières métaconstructions actuelles, on pourrait dire que c'est les cathédrales, mais avant, on avait les châteaux forts qui respectaient ces mêmes conditions, hein. Failles, croisées d'eau, croisées d'énergie, donjon pour pouvoir réceptionner le vortex. Et donc aujourd'hui, cette présence d'eau tout autour dans les douves. Et oui, parce que l'eau, finalement, c'est l'énergie négative qui ceinture la métaconstruction. Mais tout édifice religieux sont très souvent à côté d'un cours d'eau, comme Notre-Dame avec la Seine, comme le site de Gizeh avec le Nil. On a toujours ou souterrain ou visuel. En surface. En surface, mais en général, c'est les deux. C'est très souvent en hauteur ou alors sur un plateau tectonique qui vibre beaucoup, puisque justement ça crée de la faille, hein, et donc la faille crée l'information. Et donc dans les derniers édifices modernes, donc l'humain a pu conditionner l'énergie et la créer là où il voulait. Donc il les a mis dans des absidioles ou dans les transepts pour pouvoir augmenter la zone. Donc au néolithique, ils étaient moins nombreux les gars, donc ils n'avaient pas besoin de faire un édifice super grand pour soigner les gens, parce que justement, on va retrouver très souvent des fontaines avec des caractéristiques qui soignent les yeux, qui permettent d'augmenter la fertilisation, etc. Parce que c'est la rémanence des réseaux telluriques, donc de plomb, des réseaux. De l'information spécifique qu'apportent ces réseaux. Tout à fait, qui va venir se condenser et charger l'information de l'eau
Et donc, par conséquent, en buvant cette eau ou en étant en symbiose, en harmonie avec cette eau-là, eh bien, on va rentrer dans un état θ qui va nous permettre d'être dans la conscience universelle de la Pachamama, quoi. Donc là, sur ce slide-là, je voulais vous montrer justement la forme et la vibration, avec des notes de musique qui correspondent finalement à la forme de l'édifice. Voilà. Donc finalement, ça prouve bien, enfin ça peut montrer que le lieu a une forme, non pas parce qu'on a envie que ce soit comme ça, mais c'est une forme spécifique par rapport à la vibration du sol et des énergies qui sont à cet endroit-là précis. Et à l'utilisation recherchée. Et à l'utilisation recherchée, le but justement de cette vibration-là. Et donc là, c'est la seule photo que j'ai trouvée d'un tumulus qui se trouve sur une île au large dans la Manche. Et on voit bien qu'il reste cet édifice-là, cette pièce-là au milieu du tumulus qui sert de résonateur. Parce que finalement, je pense qu'aujourd'hui, cette pièce-là n'existe plus. C'est un petit peu les tolas qu'on peut retrouver sur l'île de Minorque avec Jean-Baptiste Serrano, sa chaîne Babin the World. Donc, il montre bien des tolas avec ces formes-là qui pourraient être justement la pièce stratégique, comme dans Monsieur Stradivarius qui faisait des violons, mais qui vibraient justement parce qu'il insérait une toute petite pièce qui faisait la jonction entre le monde de haut et le monde d'en bas au niveau de la poste. Cette fameuse petite cale qui faisait et cette cale-là... ce résonateur, quoi. C'est ça. Et donc, je pense que... Parce que, bon, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur Horus qui vous expliqueraient comment pourrait être le fonctionnement de la grande pyramide de Gizeh par rapport aux travaux de Christopher Dunn, mais finalement, ce n'est qu'un résonateur acoustique, avec un moteur acoustique. Enfin, ce n'est que, on ne peut pas dire ça, à chaque niveau de conscience, avec Gizeh, on a une réponse. C'est l'édifice majeur de... La grande pyramide a plusieurs fonctions. Voilà, en fonction de son niveau de conscience et de sa densité, je dirais. Pour les plus terre-à-terre, c'est un tombeau. Voilà, pour les plus terre-à-terre, c'est un tombeau à haute fréquence vibratoire. C'est ça. Voilà. Et là, donc ici, je vous ai montré un circuit énergétique que les anciens maîtrisaient au niveau druidique. Hein. Donc en bleu, c'est l'eau. Et tous les gros ronds comme ça, ce sont des gros blocs de pierre. Donc il y en a des positifs et il y en a des négatifs en fonction de leur forme. Hein. S'ils sont pointus, en général, comme ici, donc ils vont créer de la négativité. Mais si on a un réseau d'eau négatif avec deux rochers négatifs, ça va changer la polarité du réseau et le transformer en plus. Donc, avec tout un système de réseaux or qui se divise, or argent, ils arrivaient avec la forme et l'énergie de la pierre à créer un réseau de façon et de les condenser, par exemple, comme une résistance en bas. Hein. En bas, on voit bien que, comme deux résistances ou deux condensateurs qui arrivent, paf, ils régulaient l'information. Il a réceptionné dans une pierre qui était souvent triangulaire pour pouvoir réceptionner l'information et le cours d'eau principal. Et à la sortie de ce mécanisme, on en a finalement un narthex, comme on verra quand on rentre dans une église, en fait, les deux portes qu'on rentre là, c'est un passage où on va se vider, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas trop rester là-dedans parce que c'est comme la pierre de décharge en alchimie, dans les cathédrales. Ça nous vide de notre énergie de façon à pouvoir se sentir mieux quand on accède. Le bol pour mieux réceptionner ce qu'on va nous apporter derrière. C'est ça. Et donc, il y a tout un système ingénieux. Si on reste trop longtemps à se vider le bol, à un moment donné, on va être... Ouais, quand je vois les pauvres personnes qui font la manche dans ces endroits-là, des fois, les pauvres, c'est pas le meilleur endroit où ils peuvent se mettre, quoi. Enfin, en tout cas, tout ça pour montrer qu'en fonction de la forme et des mégalithes, enfin, et les anciens, les druides, ils arrivaient à faire un accélérateur de réseau. Parce qu'au final, le taux vibratoire de l'entrée, comparé à la sortie, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est un accélérateur de particules, en fait, au final. C'est assez intéressant. Enfin, ça fait l'équivalent d'un gros stade de foot. Hein. Donc, c'est en Bretagne. C'est le Champ des Roches, cimetière des druides, à Pelsin-Trigano. Donc, bien sûr, le site de Gizeh, qui fait couler énormément d'encre, hein, qui a été d'abord mis à plat
pour pouvoir construire les fréquences. Donc, ils ont d'abord nivelé le, le, les fondations avec des blocs, parce qu'on parle souvent du côté visible de l'iceberg, mais rien que le terrassement en lui-même, c'est impressionnant. C'est vraiment un travail de titan. Ouais. C'est la continuité du truc. J'avais fait cette émission avec Eric Gontier sur Monde Mystérieux avec Hervé, hein, où il nous avait expliqué un petit peu la procédure qui avait été employée pour rien que les fondations. C'est, comme tu le dis, c'est un boulot titanesque. C'est Donc incroyable. voilà, ils étaient obligés de mettre à plat pour pouvoir du coup mettre une masse avec une forme bien précise pour pouvoir être vraiment le diapason de cette matrice universelle. Et après, les autres petites pyramides à côté pourraient être des absidioles comme on a dans les cathédrales. En gros, on a le gros réseau diamant ici, puis après, on a un réseau or, argent, diamant. Donc, on divise comme le spectre de Pink Floyd la fréquence et on dédie des édifices à une fonction vibratoire précise. Donc, on peut même trouver sous Mykérinos, dans Mykérinos, une piscine initiatique où on pouvait venir se baigner dans cette eau, dans cette information-là. C'est dans la pyramide satellite G1B, qui est au pied de la grande pyramide. Où on est vraiment face à, oui, comme tu dis, c'est un spa, quoi. C'est une piscine. C'est un spa, ouais, tout à fait. Je mettrai des photos, je mettrai des photos en incrustation, vous verrez. Aujourd'hui, on a des bulles, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, j'ai fait ça, on rentre dans des caissons d'immersion, voilà, avec de l'eau salée, où on a notre corps qui flotte, et là, on est dans le noir total, si on le souhaite, et là, donc, ça nous aide à rentrer à des niveaux de conscience θ plus rapidement. Et je pense que ces piscines étaient faites pour justement les personnes initiées et les personnes qui côtoyaient les personnes de haut gradé, quoi, pour pouvoir réceptionner une information. Et je dirais même, en voyant Mykérinos, là, qu'on pourrait expliquer qu'on a une partie granitique sous le dessous et une autre en calcaire, parce que justement, le taux vibratoire à cet endroit-là est tellement riche qu'ils ont été obligés de mettre une densité supérieure avec des gros blocs de granit pour pouvoir stabiliser la fréquence. Donc ça pourrait expliquer pourquoi il y a deux structures mégalithiques de pierres différentes. C'est toujours une question de fréquence, de polarité et d'amener l'énergie à ce que l'on veut faire. Donc là, en Petra Jordanie, qui est sur la ligne Ley de l'équateur penché, finalement, les bâtisseurs plus récents ont construit une forme pour pouvoir réceptionner l'information et faire vibrer les murs de manière à récupérer, comme dans les baptistères ou dans les églises aujourd'hui, sur les piliers, on a on peut tremper nos mains. Enfin, on pouvait avant Covid plonger nos doigts dans de l'eau informée à la vibration pour pouvoir faire un signe de croix et du coup se syntoniser avec la fréquence du lieu. Et là, donc, on voit bien que le Vatican maîtrisait cette information-là, enfin, en tout cas, sont au courant de ce type de construction-là, parce que, comme à Teotihuacan, ils ont créé un système de fer à cheval pour pouvoir réceptionner cette ligne d'information. On peut très bien imaginer la faille venant du fond, au lever du soleil, enfin, au coucher du soleil, là précisément. Et donc, cette faille, donc, elle est amplifiée par cette route. Et les édifices donc, reçoivent cette information-là. Et donc, en plus, si on met un obélisque qui a pour but, justement, on le voit au sol, hein, de rayonner, hein, comme l'Arc de Triomphe. En France, il y a 12 lignes, enfin, il y a 12 rues, c'est pas pour rien. Là, en fait, chez nous, en France, on a exactement la même chose avec les travaux de Mitterrand et avant avec la pyramide du Louvre, la pyramide inversée, la Grande Arche. Ce fameux axe qui va jusqu'à Cergy. C'est ça. Mais qui est un méridien, en fait, une ligne. Quand on prend, finalement, si on a compris ma logique avec ce qui est en haut et ce qui est en bas, on pourrait dire que le pays qui est la France, c'est un pentagramme. On le voit. Et donc, à chaque sommet de ce pentagramme,
ou de ce hexagone, parce qu'il y a les deux possibles, parce qu'on est vraiment, on est là actuellement en train de changer d'état. Et donc, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'à chaque sommet de ces pentagrammes ou hexagones, on retrouve des châteaux en fort étoilé, et qui justement amplifient et permettent de quadriller et de ceinturer l'énergie et de dire, bon voilà, nous en France, on a cette énergie-là, quoi. Parce qu'on la matérialise par des constructions. Intéressant. Donc là, on a la même chose en Inde, et là, du coup, on va récupérer, donc ça, c'est une pyramide qui est vers le bas, donc c'est un réservoir d'eau, au final, mais en gros, on va récupérer l'énergie qui est en bas. Tout ça et donc avec à la base les 4 piliers. Mais là, du coup, on va chercher l'énergie vers le bas, on la concentre vers le bas et on va informer cette eau d'une information inverse. Alors que dans la pyramide, on va chercher l'information sur le haut. C'est tout ça au même titre qu'on va trouver des fois des sites sacrés à l'aplan d'une falaise, à des endroits inaccessibles, parce que l'énergie, elle est là et elle ne peut pas être ailleurs que là. Et si on prend aussi le fait de l'infiniment grand à l'infiniment petit, avec cet équateur, enfin ce plan de l'écliptique qui avance en spirale, on pourrait dire aussi que l'énergie avance en spirale et que parfois elle est souterraine et que parfois elle est elle est positive ou négative. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver ici une énergie type, on va la chercher vers le bas, ou alors on va retrouver une énergie vers le haut. Donc là, on arrive à la fin. Et donc, tout à l'heure, si on a vu l'énergie électromagnétique du dérèglement magnétique, et bien là, on a le côté effet inverse en négativité. Et donc là, c'est pour annoncer finalement un changement d'épaule. Et pour ne pas en arriver là, ce qui est la synthèse de mon exposé, je pense que les sites mégalithiques et les chrétiens connaissaient l'importance de ces alignements solsticiels et d'équinoxes, puisque justement, c'était des passages où on a notre planète Terre qui est en corrélation avec le plan de l'écliptique, donc c'est-à-dire qui reçoit l'énergie totale de notre Soleil, ou alors à chaque changement, comme actuellement on est en train de le vivre, d'air, mais en plus là c'est notre galaxie. Pour faire court, c'est comme si printemps, été, automne, hiver, on avait notre planète, un moment, au niveau quand on sort de l'hiver, on arrive dans une énergie qui est dans notre propre galaxie où tout le monde s'éveille, on est dans l'énergie du printemps. Et donc là, on est sur un axe zodiacal, taureau-scorpion, qui après le scorpion est devenu l'aigle. Mais en tout cas, c'est pour montrer des endroits dans le temps, enfin au niveau des cycles de précession importants au niveau des énergies. Et donc là, nous actuellement, c'est notre galaxie qui est en train de rentrer dans une autre énergie de printemps. Et c'est pour ça que notre galaxie a terminé un cycle de précession de 26 000 ans à peu près, et tous les 2160 ans, on change d'ère zodiacale. Et là, actuellement, on rentre dans l'ère du Verseau, et le Verseau, c'est l'ère où on verse les eaux, donc où on verse cette information. Donc aujourd'hui, on est vraiment donc on voit ces anges au-dessus qui sont là pour nous donner l'information. Et Jésus, qui arrive dans une mandorle, qui est finalement un vaisseau spatial. Pour moi, il arrive à un moment précis de changement d'ère zodiacal. Donc c'est pour ça qu'il est à la croisée des équinoxes et des solstices, à un moment précis où la Terre, la galaxie et toutes les autres galaxies sont sur le même plan de l'écliptique et reçoivent l'information de la galaxie centre qui est Alcyone. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations, donc on peut le voir avec notre soleil. Quand on était enfant, on avait un soleil qui était jaune, mais aujourd'hui, on a un soleil qui est blanc. Il est chargé d'informations. Il est tellement puissant que cette information qui nous arrive, elle vient nous percuter de plein fouet sur le plan de l'écliptique. Et je pense qu'il est important, justement, dans l'amour et dans la cohérence
des humains de venir s'unir pour pouvoir enrichir cette structure mégalithique, enfin la structure de la planète, pour renforcer la ionosphère, pour pas qu'on bascule dans les champs d'information au niveau des énergies. Et donc je pense que voilà, amour plus amour plus amour, dans n'importe quel sens, ça donnera toujours de l'amour. Mais en tout cas, les chrétiens ont noté par les croisements zodiacales qui se retrouvent aussi à l'aplomb du transept. On a toujours, alors on dit c'est les Saint-Luc avec les évangélistes, etc. Mais au final, ça pourrait être les axes solsticiels ou équinoxes qui montrent ces moments-là où la Terre reçoit énormément d'informations. Et c'est pour ça que tous les sites mégalithiques sont, enfin les messes ou les célébrations qu'on peut en faire se retrouvent à ces moments-là d'énergie, puisqu'on sait que l'eau, pendant ces 3 jours-là, elle change d'information. Oui, tout à fait. L'eau se charge de l'information d'Alcyone. Et donc, par conséquent... C'était Jeanne Rousseau qui avait constaté ce phénomène, qu'au moment des solstices, l'eau changeait au niveau de ses propriétés, son pH augmentait, sa résistivité diminuait, etc. C'est ça. Et donc, je pense que les métaconstructions sont positionnées justement à la croisée de ces eaux-là pour bénéficier à ces moments précis de cette information du plan d'écliptique, donc de l'énergie qui vient du grand cosmos, pour informer l'eau. Et par conséquent, si on boit cette eau, ou en tout cas si on la vénère, ou en tout cas, et on comprend que nos molécules sont faites de plus de 80% d'eau, on n'est que de l'eau. Même un métal n'est constitué que de l'eau. C'est sa densité, sa vibration qui crée la densité. Donc par conséquent, si tout le monde en conscience dans ce champ d'information pouvait s'harmoniser pour envoyer de l'amour à notre planète dans ces moments critiques où on est bombardé par une information qui est tellement puissante que cette information pourrait nous faire basculer. Je pense que des civilisations comme les Atlantes ont basculé parce qu'ils n'avaient pas cette structure mégalithique qui permet finalement de faire comme une éponge. Elle réceptionne l'information, elle la renvoie par réseau relais à tous les autres réseaux de la planète, et par conséquent, elle fait tampon, temporairement parlant, et ça nous permet de pouvoir accepter cette information pour monter en fréquence. Alors que dans le passé, elle a pu être projetée de plein fouet et avoir tellement d'informations que la Terre a perdu la boule, quoi. Donc voilà, donc mon message, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit tous unis en conscience aujourd'hui dans l'information pour pouvoir, par le biais de l'amour, renforcer la structure énergétique de notre planète, parce que malheureusement, l'humain a pillé les métaconstructions, soit pour les richesses, parce que effectivement en or, parce qu'on mettait des résonateurs en or ou des structures au nombre d'or pour pouvoir capter et recevoir cette information-là. Et donc, si on utilise l'or, qui est le conducteur le plus merveilleux, donc forcément, on reçoit l'information. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des lignes Ley, la rose line, qui sont des lignes de cuivre. Donc, on peut avoir des édifices religieux où on a vraiment du cuivre qui traverse tout l'édifice au niveau des blocs de granit. Mais tout ça, c'est en corrélation avec les failles, les eaux, et donc sur les structures de l'icosaèdre de la planète. Puisque finalement, tous les gros sites sacrés sont positionnés au sommet de l'icosaèdre, dans la structure de Platon. Et après, tous les autres sont reliés. Alors là, on va avoir plein de chercheurs qui vont dire « Ah oui, mais c'est marrant, ça tombe exactement à telle distance de là et de là. » Mais ça ne peut pas être qu'autrement, puisque c'est fractal, c'est mathématique. Tous ces sites-là sont réunis les uns aux autres par les mathématiques, par la géométrie sacrée, et donc forcément, on va trouver des prorata du nombre d'or, on va trouver, c'est obligatoire. Mais je me suis rendu compte que, par rapport, on parlait des axes aigle-scorpion. Et dans l'axe du corps de l'aigle, on tombe sur la queue du scorpion quand on observe les constellations, qui est à une quarantaine de degrés vers le sud. Elle n'est guère visible par les observateurs au-dessus du 40e degré nord. 40 jours, 40 cycles du déluge.
l'arche de Noé. Oui. Finalement, Noé, tu vois, c'est 40 jours, c'est de l'observation des cycles justement, ça renforce l'hypothèse de ces alignements solsticiels qui sont annonciateurs du déluge. Parce que c'est à 40 degrés. Alors, on en parlait avec Thibaut justement par rapport à cette symbolique du déluge. Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu un déluge, hein, soyons terre à terre, une élévation du niveau des eaux partout sur la planète, mais d'où venait cette eau? Ou est-ce qu'on n'était pas face justement à un flot d'informations, puisque justement on symbolise avec l'eau l'information. Donc selon toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, selon moi, c'est les deux. Parce que finalement, c'est l'information du soleil d'Alcyone qui, 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 qui rentre en fréquence dans la ionosphère. Et du coup, les lignes granitiques mères des plaques tectoniques, finalement, rentrent en bouillonnement. Et donc, parce qu'elles sont chargées d'informations. Et donc, au final, je pense que les plaques tectoniques ne sont pas déplacées, comme on nous a fait croire, par des milliards d'années, mais au contraire, ça a été une fission assez rapide, puisque c'est ces lignes d'eau là qui ont été mises sous vapeur, et on sait que ça a engendré des geysers qui pouvaient aller à plus de 70 mètres d'eau, et parce que ça a été sous pression. Et donc je pense qu'il y a eu les plaques tectoniques qui se sont vraiment séparées assez rapidement par ces changements justement de prise de conscience, de forme du tétraèdre, on est passé au cube, etc. Donc physiquement parlant, ça se traduit par il y a des endroits où ça a créé des vagues, et il y en a qui ont pris un déluge sur la gueule. Il y en a qui ont, on voit bien dans des lieux comme Tiwanaku, etc., où des blocs énormes de granit ont réussi à valdinguer, oui. valdinguer. On Ça, sait même que Teotihuacan, que le lac Titicaca, au final, il était peut-être au niveau de la mer et qui serait monté d'un coup. Et par ricochet, de l'autre côté, au Japon, on a des sites sacrés qui sont enfouis parce que la Terre aurait basculé justement par ces changements de forme tectonique et du coup de solide de Platon. Donc pour moi, c'est ma thèse, c'est que voilà, quand la planète rentre dans le plan de l'écliptique à un moment donné précis d'équateur, enfin de l'énergie d'Alcyone, hein, et donc elle prend l'information pile poil. L'écliptique de la galaxie, elle passe voilà, dans et à cette ce zone. moment-là, la protection de notre ionosphère est minime, voire même infime, puisqu'on se prend le rayon de plein fouet. Et donc, ça a fait tellement d'infos que l'eau s'est mise en fusion, parce que voilà, on sait que ça chauffe à ce moment-là. Et donc, la protection s'est barrée, magnétique. La Terre a dû tourner dans tous les sens, et pendant ces temps-là, les continents auraient pu se bouger, se déplacer. se déplacer, monter, changer. Et puis à un moment, ça s'est stabilisé et tout a changé. Et donc, moi, ce que j'essaye d'expliquer, enfin, c'est qu'il faudrait que vraiment, voilà, qu'en conscience, on aime notre prochain pour pouvoir créer une grille énergétique d'amour pour aider justement notre planète, pour anticiper ce champ d'information qui arrive tous les jours de plus en plus fort. On voit bien que l'information aujourd'hui, à part la personne qui ne veut pas évoluer, qui veut rester sur ses idées, tu ouvres n'importe quel réseau social ou n'importe quelle vidéo ou des chaînes comme la tienne, voilà, on voit que l'information, putain, il y en a. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'information. Voilà, on est à l'ère du verso, donc on déverse les eaux, on déverse l'info. Et donc je pense que à la base, c'est cette information-là qui fragilise la conscience de la planète, hein, mais qui est nécessaire pour pouvoir la faire changer de forme. Donc là, le pentagramme, enfin l'icosaèdre dans le dodécaèdre, tu vois, et peut-être qu'on va passer sur Alors, deux icosaèdres. est-ce qu'il y aura encore un mouvement de la planète à prévoir Mais, cataclysmique pour que tout se remette en place selon cette nouvelle forme géométrique? en tout cas, alors là, on va rentrer dans du quantique, hein, donc avec une grande bulle de conscience. On voit bien qu'actuellement, il y a deux possibilités d'évolution de l'humain. Il y a l'humain. Artificiel, quoi, dans le Alors, tout à film. fait. Et puis finalement, ça me fait rebondir sur un sujet dont j'ai zappé totalement, qui est les portes stellaires et interstellaires, qui justement, ces métaconstructions sont des portails énergétiques, enfin pourraient être des portails énergétiques, justement, grâce à cette information-là, à ces moments précis, qui justement faciliterait
le point de téléportation, on va dire, comme d'un Stargate, hein, et Mhm. donc, du coup, relier des portes à d'autres portes à ces moments précis d'équinoxe, parce que, Mhm. on va dire, l'information du départ est la même sur l'arrivée. Et je tiens aussi à dire que la différence entre un vortex et une ligne, une corde quantique, comme on dit en astrophysique, il y a des cordes, c'est que les cordes sont des vortex pour aller d'un point A à un point B connu, alors que les vortex, c'est un point A à un point B inconnu. Comme Alors, l'expérience de Philadelphia qu'il y avait eu avec Tesla, où exactement. Moi, je pense que ces fameuses Stargate, on va dire, peut-être ne sont pas faits pour aller d'un point A à un point B, donc de la planète Terre à une autre planète, mais peut-être pour aller dans une autre dimension. voilà, donc en tout cas, ça peut aussi être intra-terre, hein, d'un réseau à un réseau. Ça, les druides, en tout cas, d'une information, on peut réceptionner notre information, les druides le font. Donc ça, Mhm. déjà, on peut véhiculer l'information, ça c'est sûr, avec notre niveau de conscience. Mais je pense qu'il y a des êtres qui ont un niveau de conscience supérieur, ils peuvent utiliser ces métaconstructions pour des passages spatio-temporels, de traverser dans Aussi. le temps. Et donc, pour en répondre à cette lune, je pense que cette lune, elle a été amenée par une autre dimension pour justement être un astre autour de notre planète, pour pouvoir réguler cette dualité des nuits et des jours. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est qu'ils ont daté la Terre, la Lune plus vieille que la Oui. Terre. Mhm. Donc, Alors, comment peut-on expliquer ça autrement que Alors, apparemment, la théorie officielle serait que, en fait, la Lune serait les restes d'une planète qui serait entrée en collision avec notre Terre il y a des milliers, millions, même milliards d'années. Et en fait, comment cette planète était un peu plus petite que la Terre, donc ce serait complètement disloqué. Hein, la Terre en aurait pris aussi un bon coup. Tout se serait réaggloméré avec le temps. Hein, un petit coup de touillette. Et puis, peut-être que justement, les roches retrouvées sur la Lune seraient plus anciennes, puisque ils seraient originaires de cette planète qui serait entrée en collision avec la nôtre. Et donc, cette planète peut-être serait plus ancienne. Voilà, bon, qui sait. ouais, mais après, je Mais pense que moi, toute je suis fusion assez. engendre plutôt quelque chose de plus récent dans la globalité de la chose. Et on sait aujourd'hui, enfin, on pourrait peut-être aussi, donc, dans tout ce qui est théorie ufologique, etc., dire la même chose de Pluton. Donc, Pluton, un coup, on dit que c'est une planète, un coup, on dit que c'est pas une planète, parce que justement, elle aurait pu être intégrée très récemment, au même titre que la Lune, pour pouvoir engendrer un autre niveau de fréquence pour la stabilité de notre galaxie par rapport Notre à système cette, solaire, quoi. Mhm. ouais, donc à la conscience de la galaxie. Mhm, Parce que mhm. la galaxie, elle aussi, elle a quelque chose Tout comme, un jeu, quoi. tout comme Vénus, hein, je vous invite à voir les travaux d'Emmanuel Velikovsky, voilà, qui sont passionnants. Voilà, où la Vénus serait aussi une planète errante qui serait venue mettre un petit peu le bazar dans notre système solaire il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et juste aussi pour préciser dans les travaux que je me passionne et qui pourraient intéresser peut-être les internautes, c'est dans la roche mégalithique, on a souvent des protubérances. Donc il y a plein de théories qui ont Oui, été faites sur ça, pour les mises en place, etc. Donc moi, je suis un très grand partisan de la, de la géopolymérisation de la pierre, hein. Donc on a compacté la pierre et puis on l'a mise, donc par information, on l'a assemblée. On fait pareil avec la terre crue. Et pour les gens dans certains documents qui pourraient dire oui, mais on retrouve des veines entières, donc c'est pour ça que c'est faux. Ben, moi, je suis désolé, mais ça ne tient pas debout non plus, cette théorie-là. Parce que quand on fait du béton, ben, des fois, on va rajouter des morceaux déjà de ciment fait parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin, on a ces blocs-là. Et donc, je pense que quand ils ont compacté leur pierre, eh bien, ils ont rajouté déjà des morceaux voilà, de pierre brute, et donc peut-être qui ont été collés sur les parois, ben, des veines rocheuses, donc de pierres qui n'ont pas été pilées parce que c'était pas nécessaire, c'était pour remplir, c'est quand même des gros blocs, hein, ils pouvaient pas, et donc ils avaient besoin d'une faire un ciment, mais après ils ont comblé par des morceaux déjà Mhm, prédéfinis. mhm. Mais en tout cas, quand on est géobiologue, on s'intéresse à la polarité des sites, et donc comme une pierre, si elle est moulée,
elle n'a pas d'information propre. C'est-à-dire que son or magnétique n'existe plus puisqu'elle a été compactée. Et donc, par contre, on retrouve très souvent, et même tout le temps, ces protubérances sur les lignes d'énergie. Donc, justement, la forme crée l'information. Ces petits tétons là, sont là pour redonner l'information la au polarité bloc. à la pierre, pour justement faire en sorte que ces métaconstructions avancent, enfin, je veux dire, créent une énergie d'une métaconstruction. C'est en ça que ça s'appelle une métaconstruction, parce que c'est un ensemble d'énergie construit qui engendre une énergie globale. Et au-delà de ça, je dirais même pour répondre aussi à d'autres personnes, parce que j'entends beaucoup de théories sur les Cartrusts. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que les Cartrusts. C'est des roues, on dit que c'est fait par des chariots. Oui, les espèces de traces qu'on retrouve dans des sols tout à fait. Alors pour moi, ça, ce sont des ceintures énergétiques du côté obscur de la chose. C'est-à-dire qu'on voit toujours le côté positif avec la force positive des choses, mais comme on est dans une dualité, il y a aussi des gens qui sont là pour casser le rêve des autres. Donc c'est-à-dire que utiliser la force obscure, le côté obscur de la force, quoi. Le côté obscur de la force. Donc s'il n'est plus ni moins, on crée un édifice et que sur cet édifice-là, on le ceinture par une double ligne négative, eh bien on annule le côté positif de cette chose-là. Et c'est bien pour ça qu'on va retrouver ces lignes qui vont soit par exemple dans les océans, dans les mers, parce qu'on renvoie cette information vers le néant. Ou en tout cas, on l'envoie dans un endroit où l'information va être perdue. On ne pourra pas l'utiliser. On ne pourra pas l'utiliser parce qu'on voit bien que ces réseaux, enfin ces marques dans la terre, enfin dans la roche, donc déjà il y en a qui ont été trouvés dans la diorite. Donc avant de marquer avec un chariot de la diorite, il faut se lever tôt. Mais c'est surtout qu'on voit qu'il y a des différences de profondeur et même des trous, comme on peut retrouver sur Minorque, etc., où on voit bien que s'il y avait un bœuf qui passait là, il tomberait dans le trou et c'est pas possible. Donc pour moi, ce sont des doubles ceintures énergétiques négatives, au même titre que l'ancien logo de la. Enfin, moi, je fais des ondes de forme avec mes imprimantes 3D, mais je fais des formules géométriques type fleur de vie, mais justement, je désolidarise cette double ceinture énergétique de la fleur de vie pour la re-rendre vers l'expansion de la conscience. Par contre, je la laisse sur Métatron parce qu'on a besoin de rassembler l'information vers le centre. Donc justement, cette double ligne a une fonction à un moment T, soit parce que l'information est tellement forte qu'on a besoin de la condenser, et donc du coup on la ceinture, ou soit on n'en veut pas et on veut l'évacuer. On l'évacue, on la ceinture, et on envoie un chemin qui va vers nulle part. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Non, mais très, très intéressant. Parce que j'en profite d'être sur une chaîne pour pouvoir donner un peu de l'information. Moi, je ne suis pas là, comme encore une fois, je ne cherche pas à avoir de la gloire. Je cherche vraiment à diffuser de l'information, à diffuser de l'amour et de la conscience pour qu'on puisse en sortir dans ces moments justement difficiles où il n'y a que l'union qui peut vraiment amour plus amour égale amour, quoi. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je suis content de t'avoir invité sur Horus pour justement nous exposer tout ça. Écoute, je te remercie. Moi, je suis parti dans le même principe. Voilà. J'ai vu tes capsules, je vois que on a compris tout. Enfin, on a compris. C'est entre guillemets parce que on a compris. On pense être sur la bonne voie. Voilà. Parce qu'à chaque niveau de conscience, il y a des choses à admettre ou pas. Et parfois même, mais il faut défaire totalement ce qu'on a appris pour engendrer une nouvelle information. Et c'est en ça que la Terre peut changer de forme. Et évolution du grand tout pour pouvoir justement à un moment faire c'est un peu comme si on lit une bibliothèque toute notre vie. Si à un moment on fait pas table rase de ce qu'on a lu et écrit, et si on n'écrit pas notre propre livre, ça sert à rien parce qu'on va toujours être en quête d'informations et au final on se perd dans l'info. Trop d'infos tue l'info, quoi. Exactement, tout à fait. Et d'où après la manipulation des chiffres. Aussi. Moi, un grand merci à toi merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces recherches, tes connaissances. Et moi, je trouve ça passionnant parce que ça matche complètement avec ce que j'essaye de faire partager aussi sur ma chaîne. Donc
tu étais un invité qui méritait sa place sur Horus. Merci beaucoup, hein, ça fait 1 an, j'ai attendu 1 an. Ah, tu sais, c'est pas simple hein, de monter sa chaîne, faire les vidéos, etc., Non, mais etc. bon, Mais l'essentiel, c'est voilà, qu'on. je t'avais mis sur ma liste d'invités, tu vois, je tiens mes Ouais, 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 promesses. ouais. Et on soit arrivé à la faire. Et Voilà, merci beaucoup, merci tout le monde. Et puis, belle vie et exactement, belle augmentation de conscience à tout à exactement. chacun. Merci Nantes et Bye. bah moi je vous dis à toutes et à tous à très bientôt hein, pour la suite sur Horus. Il y aura encore des belles choses à venir, je vous promets. Allez, ciao, ciao Nantes, à bientôt. Bye, bye. Merci.